Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors chapitre 5 que je vais nommer le syndrome d'Hérode. Pourquoi le syndrome d'Hérode? Tout simplement parce que dans les écrits saints, donc dans la religion, Hérode est un roi qui ordonne de faire abattre tous les nouveau-nés pour empêcher Jésus de naître en fait. Parce que dans une certaine prophétie, on dit que Jésus va venir renverser son pouvoir. Et donc il a extrêmement peur et préfère prendre les devants. Alors on va pas trop parler de religion, on va plus s'intéresser au message de l'histoire et à la symbolique. Il y a une expression qui est venue beaucoup plus tard qui dit tuer le poussin dans l'œuf. Donc c'est exactement ce qui se passe dans cette histoire-là si on doit la résumer. Alors quel lien avec mes vidéos précédentes, avec les chapitres précédents? Tout simplement parce que le capitalisme utilise cette technique de tuer le poussin dans l'œuf. Donc ça a à voir avec Matrix, je vous ai parlé de Matrix. Quand vous naissez, vous êtes directement matrixé, donc vous êtes matrixé par la société tout de suite. Vous pouvez pas avoir du recul philosophique sur le monde qui vous entoure et tout ça. Vous êtes directement plongé dans votre milieu social et vous allez développer les croyances, etc. par rapport au milieu où vous êtes. Et vous n'avez pas de mécanisme de défense, comme je l'ai expliqué, puisque les enfants n'ont pas encore de système immunitaire, ils emmagasinent tout. Donc, c'est là que toutes les croyances vont perturber votre inconscient. Et il y a aussi la publicité qui attaque l'inconscient. Donc, je ne sais pas si je vais faire toute une vidéo là-dessus, mais en tout cas, je le dis simplement maintenant, la publicité ne cible pas votre conscient, elle n'essaye pas de vous poser la question de votre libre arbitre, elle va directement tenter de cibler votre inconscient pour vous influencer. Donc c'est de ça que sont chargés les commerciaux quand ils font des réunions. Ils jettent pas des bics comme ça en faisant nanani naner et ils essayent de trouver des stratégies pour contourner votre conscience et aller direct dans votre inconscient. Alors, euh, ce que je veux dire, donc le syndrome d'Hérode, tuer le poussin dans la fouille. Alors, ça va être surprenant ce que je vais dire parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le capitalisme attaque vraiment de partout et même il fait du chantage affectif, c'est-à-dire qu'il attaque les gens par l'affect aussi. Donc, tous les moyens sont bons vraiment. C'est le machiavélisme va vraiment très loin. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un enfant et que vous allez au magasin, l'enfant il va vouloir un jouet. Si vous refusez un jouet à votre enfant, bah vous êtes mal vu, vous êtes un mauvais parent, rabat-joie, méchant, etc. Donc il faut offrir le jouet à l'enfant, vous êtes pris en otage d'une certaine façon. Et donc ça, le capitalisme, il comprend bien que l'expérience de H avec le conformisme pousse les gens à se sentir mis sous pression et qu'ils cèdent avec cette pression. D'ailleurs, dans le commerce, il y a ça, on essaye de culpabiliser les gens. Je vous donne un exemple de ce qui m'est déjà arrivé. Je commandais un produit, donc c'était c'était des épices et il y avait une certaine quantité et la personne me met le double. Alors que j'ai demandé une certaine quantité. Mais oui, mais le prix, il est double aussi. Alors je demande pour réduire. La personne ne me réduit pas à ce que j'ai demandé d'abord. Elle me réduit un petit peu. Et donc je demande pour réduire encore. Et vous voyez, là, je commence à passer pour une personne insatisfaite, quoi. Et donc le vendeur, il essaye de me faire culpabiliser parce que je demande ce que j'ai simplement demandé au début. Mais oui, mais c'est moi qui vais payer. S'il me fait le cadeau, oui, ok, c'est vrai que là, je peux paraître l'insatisfait puisque je ne paye pas et qu'il me fait un cadeau. Donc ça fait vraiment le gars qui râle pour la miette et tout parce que c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau qu'il me fait. Il se fait un cadeau à lui-même puisque je vais payer plus cher et qu'il me met une quantité plus grande que ce que j'ai demandé. Donc ça, c'est un exemple que je veux vous dire, mais on sait mettre la pression dans la vente, vous voyez. Et comment dire, cette pression sociale, dans le commerce, ils savent bien. Donc, avec l'expérience de H, il y a ça. Avec les enfants, pareil. C'est pour ça, par exemple, si vous voulez pas enclencher la psychose chez votre enfant, parce que ça va faire, comment dire, ça va faire jacter, éructer ce que je vais dire maintenant, mais c'est vrai. On essaye de mettre de la psychose dans la tête des enfants pour en faire de bons petits soldats plus tard, avec le Père Noël et tout ça. Imaginez un peu ce que ça fait pour un enfant qui croit sincèrement au Père Noël. Parce que l'enfant, il place toute sa confiance dans le parent, puisque le parent est censé le protéger. Donc l'enfant, il se met pas en garde contre son parent, il n'a pas un système immunitaire. Il y en a qui le font, hein. Les enfants les plus intelligents, ils mettent un système immunitaire jeune, et comme ça leur permet de pas déconner dans leur tête. Mais c'est un peu exceptionnel. Normalement, les enfants placent leur confiance dans le parent. Alors, ben, l'enfant, il croit au Père Noël, et puis un jour, on lui dit qu'il n'existe pas. C'est pas le fait que le Père Noël n'existe pas qui est grave, c'est la cassure de la confiance.
Parce que l'enfant, il peut plus faire confiance à son parent après ça. Et donc, ça engendre une désillusion et ça engendre un traumatisme qui vient beaucoup trop tôt, parce qu'un traumatisme pareil qui vient dans la tête d'un enfant, ça peut vraiment engendrer de gros dégâts au niveau de la construction de la personnalité. Si ça arrive plus tard, c'est encore jouable, récupérable, mais si ça arrive chez un enfant, c'est très très grave. Donc et euh, et donc déjà toutes ces genres de croyances populaires qu'on impose aux gens, même ceux qui n'ont pas envie, c'est vraiment pour les obliger à se formater dans la société. Donc c'est fêter Noël, c'est une forme de tradition religieuse et la religion, comme disait Marx, c'est l'opium du peuple, hein. C'est pour mettre les gens en psychose. Donc l'opium, c'est de la drogue, hein. C'est ça que Marx dit. C'est l'opium du peuple, c'est-à-dire c'est la drogue du peuple, c'est-à-dire c'est ce qui envoie les gens hors de la réalité pour qu'ils ne la maîtrisent plus, parce que les capitalistes sont doués pour faire ça. Ils vous excluent de la réalité pour se l'approprier et pour être les seuls maîtres de cette réalité. C'est pour ça qu'ils essayent de répandre l'aliénation dans la population. Et donc, ils commencent très jeunes, ils commencent le formatage très jeune, par, par le biais des parents qui sont complices. Alors, il y a quelque chose d'encore plus vicieux, c'est les jouets. Parce que les jouets, c'est les capitalistes qui décident quels jouets ils vendent, avec quelle publicité ils vendent les jouets. Je vais prendre un exemple très concret. On nous apprend par le biais des jouets que les Indiens sont méchants et que les cow-boys sont les gentils. Donc on joue toujours le rôle du méchant Indien et du cow-boy gentil, et de l'Indien attardé et du cow-boy qui vient libérer la condition mentale euh, attardée de l'Indien. Alors que quand on étudie l'histoire, ben on se rend bien compte que c'était plutôt les cow-boys qui avaient un grain et les Indiens qui étaient plus peace, que les Indiens, bah, les femmes, les enfants se sont fait violer, qu'ils ont été déportés comme le fascisme a déporté les Juifs. Donc ils étaient mis dans des camps, dans des ghettos. Euh, on les a asservis, ils ont été soumis, on les a esclavagisés, et on les a drogués aussi parce que on a amené l'alcool et tout. Donc comme on a fait avec les Inuits aussi, les Inuits sont devenus des alcooliques dans les pôles. Et et voilà, il y avait des maladies aussi. Enfin, c'était horrible, quoi, la colonisation des Indiens. Mais chez les petits, on intègre directement que voilà, c'est pas dans ce sens-là que ça va. Alors quand vous jouez aux petits soldats aussi, les gentils Américains sauveurs, et les méchants Allemands, les méchants Russes, et donc les Américains sont des grands sauveurs. Et puis après, quand on regarde l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains étaient au courant de l'existence des camps de concentration et ils n'ont pas bougé. Ils sont arrivés en 44, les Américains. C'est pour ça qu'il y a l'expression qui dit arriver 2 ans ou 3 ans après la guerre. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés 2, 3 ans après la guerre. Ils sont arrivés pourquoi? Bah, pour des intérêts. Ils avaient intérêt à reprendre l'Europe pour eux-mêmes. Et voilà, c'est tout. C'était pas pour aider. C'était pour reconquérir et puis créer des dettes que les pays auraient envers eux et tout ça. Donc ils n'en avaient rien à foutre de sauver les gens. Après, je dis pas que les soldats en eux-mêmes qui sont allés sur le terrain, eux, bien sûr, eux, ils croyaient en la grandeur de l'Amérique, et ils croyaient en la bonne intention d'aller sauver et tout ça. Donc eux, ils y sont allés vraiment, quoi. Mais pas les dirigeants. Les dirigeants, ils ont pas pensé ça du tout. C'était pas de bon cœur qu'ils sont venus, vous voyez. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a la manipulation par les jouets, hein. Et puis après, les jouets, il y a la télévision. Donc on met les enfants devant la télévision très jeunes et on les bombarde d'illusions avec des contes de fées et tout ça. Et donc, ils placent des espoirs qui ne se réaliseront jamais, ce qui est dangereux aussi dans le développement de la personnalité, si on y croit vraiment trop. Alors, ce qui se passe aussi, c'est donc la télévision, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pour abrutir et de ça. Les parents qui sont fort occupés, qui doivent travailler beaucoup, comme facilité, ils mettent tout de suite l'enfant devant la télévision. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Vous êtes en train de lui laver le cerveau. C'est comme si vous mettiez son cerveau dans une machine à lessiver. C'est exactement pareil. Donc, non, il faut pas faire ça. Il faut éviter à tout prix la télévision. Alors, les capitalistes, ils ont amélioré leur façon comment dire, de laver le cerveau. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont compris que la télévision c'était pas bon, donc ils envoient plutôt leurs enfants faire des activités créatrices, donc dessiner, bricoler, tout ça, donc faire aller leur créativité. Et quand on bricole jeune, on peut devenir très bon bricoleur adulte parce qu'on commence euh,
plus on commence jeune, plus on devient bon après, puisque vous avez le cerveau vierge et les connexions se forgent à ce moment-là et le savoir se fait correctement, plutôt que quand vous avez déjà le cerveau encombré qu'il faut apprendre, donc ça je l'ai déjà dit. Et puis j'avais vu un truc sur internet aussi, on avait comparé des enfants qui regardent la télévision et ceux qui regardent pas, et on avait vu les dessins de chacun, et on avait vu que ceux qui dessinaient et qui regardaient la télévision, ils savaient pas dessiner. Pourquoi? Parce qu'en fait, la télévision, c'est une imagination programmée. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus imaginer de vous-même, l'imagination ne sort plus de vous, on vous la sert. Vous devez consommer l'imagination qui sort de la télé. Donc, vous n'êtes plus autonome, vous n'êtes plus autodidacte avec votre cerveau. Vous mangez la merde qu'on vous sert et vous vous développez selon la merde qu'on vous sert. Donc c'est ça en fait la télé. Alors ce qu'il y a de plus grave actuellement, bah, c'est de mettre des tablettes dans les mains des enfants de 3 ans, 4 ans. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est de la psychose programmée. Vous êtes en train de programmer des enfants qui vont devenir des cinglés plus tard. Le développement de la personnalité sera inexistant. Ces gens seront drogués au like, à la représentation, ils seront complètement à l'ouest d'eux-mêmes. Donc, euh, il faut aller dehors, il faut rencontrer les gens et tout ça. Ça, c'est les éloigner de la réalité. Et pour moi, l'exemple type qui a vraiment éloigné les gens de la réalité, qu'on a bien vu à quel point c'était grave, c'était avec l'apparition de l'application Pokémon. Quand il y a des gens qui risquaient leur vie pour attraper un Pokémon virtuel, et puis qu'il y avait aussi eu un Pokémon rare qui était apparu dans un parc, et les gens se sont mis à courir, il y a une genre d'hystérie collective, et ils se sont tous mis à courir pour aller choper le Pokémon rare. Mais le Pokémon, il n'existe pas. C'est de la psychose. C'est comme si tous ces gens-là, ils avaient pris un champignon hallucinogène et qu'ils se mettaient à courir après des trucs qui n'existent pas. C'est grave, les gens, c'est grave. Ça relève de la psychiatrie, ces trucs-là, hein. Donc, et les capitalistes, ça les intéresse parce que quand vous êtes dans ces états de dissociation, vous n'avez plus d'esprit logique, vous n'êtes plus capable de comprendre votre environnement, de comprendre le sens des choses. Si vous ne comprenez pas le sens, vous savez pas remonter à la cause de ce qui fait que le monde est en train de se détruire. Donc pour eux, ça les arrange puisqu'on remonte pas jusqu'à eux. Donc c'est pour ça qu'ils créent la dissociation. Et que vous avez de plus en plus de gens qui déconnent dans leurs croyances, qui disent ouais la Terre est plate et tout ça, et qui font des liens apophéniques qu'on appelle ça, c'est-à-dire des liens de causalité qui n'ont rien à voir. J'ai tondu la pelouse, enfin il a plu quand j'ai tondu la pelouse, donc quand je tonds la pelouse il pleut, enfin des trucs comme ça. Et on est là, l'esprit logique, adieu quoi. Et ça se fait dans l'enfance, à cause de la religion aussi, de faire réciter la religion comme ça à des petits enfants, comme au catéchisme, mais ils savent même pas donner le sens de ce qu'ils récitent, mais c'est juste leur bombarder le cerveau de merde comme ça, sans donner le sens. Dans la religion catholique pure et dure, il y a des phases comme ça. Moi, j'ai déjà entendu un truc que je vais vous répéter, je vais pas dire les gens et tout ça, mais bon, le principal, c'est l'histoire, quoi. Donc c'est un enfant qui a demandé à un parent pourquoi les dinosaures n'étaient pas allés dans l'arche de Noé. Il s'est fait engueuler, hein, il s'est fait reprendre de voler, quoi, pour avoir demandé ça. Est-ce que c'est logique, en fait? Est-ce que c'est logique d'en arriver à ce genre d'abus? Euh, et puis j'aime bien une scène aussi dans l'Aliéniste, parce que dans l'Aliéniste, il a eu une enfance difficile quand même, l'aliéniste, par rapport à son père. Et donc, son père était très croyant et lui, il a dû bouffer de la croyance à fond. Et à un moment donné, il fait un repère pour enfants, pour orphelins et tout ça. Et il y a un prêtre qui est là et qui reproche enfin, il y a les parents et le prêtre qui reprochent à une jeune fille d'avoir ses règles en fait. Et donc, il la culpabilise. Et, euh, et donc les parents et le prêtre, quoi. Et la fille, elle voit ses parents qui la culpabilisent d'un truc qu'elle comprend pas et tout ça. Donc l'aliéniste, il s'énerve. Il dit, je ne tolère aucun dieu, aucun prêtre, rien du tout ici. Il dit, cet endroit est un sanctuaire pour enfants. Et, euh, et il dit, à un moment donné, le prêtre, il dit un truc religieux. Et puis l'aliéniste se retourne et puis il lui dit, dans la Bible, on dit que Dieu est amour. Il dit, est-ce que c'est de l'amour, ça? Qui lui dit, est-ce que c'est de l'amour de créer des pulsions chez la jeune fille et qu'elle ait des règles, etc. Donc, enfin,
faut voir la scène en fait. Je vous invite à regarder la ligniste parce que j'ai pas trop envie de travestir le truc ou de mal le traduire. Mais en fait, le gros du message, c'est que il reproche les incohérences religieuses aux prêtres, quoi, tout simplement, et il dit, et il les ferme et il dit qu'il accueille la fille et que c'est pas grave qu'elle ait ses règles et que c'est à eux de comprendre et d'avoir de l'empathie sur le la condition humaine, quoi. Voilà, tout simplement, c'est ça le message. Donc donc il y a de plus en plus d'aliénation, donc on comprend de moins en moins la condition humaine. Les capitalistes, ils veulent pas que la philosophie qui se rattache à la condition humaine soit répandue. Donc moi j'avais dit un truc, il y a eu du fascisme 2.0 qui est plus efficace que l'ancien fascisme. C'est l'ancien fascisme, il brûlait les livres, mais quand vous brûlez les livres, vous et que les gens ont une éducation, ils se rendent compte que vous êtes en train de vouloir les soumettre par la force. Donc il y a toujours ce côté révolté qui pourrait se retourner contre celui qui ordonne de brûler les livres. Donc il y a toujours ce risque de révolte et c'est pas très subtil en fait. Donc le fascisme 2.0, ce qu'il fait, c'est que il autorise à lire les livres, il ouvre les bibliothèques et tout ça, mais il rend les gens trop cons pour pouvoir lire un livre. Et c'est là qu'on a des gens qui lisent les livres saints au premier degré, et ça se divise en deux catégories. Vous avez les religieux vraiment braqués qui font que réciter, mais qui comprennent pas du tout le sens de ce qu'ils sont en train de réciter, et donc qui interprètent mal et qui font n'importe quoi. Et puis après, vous avez les athées qui eux non plus comprennent pas et qui jugent de loin en se moquant des textes sans même les avoir lus ou sans les avoir compris. Donc aucun des deux comprend la notion de métaphore. La métaphore, normalement, on l'apprend vers 12 ans, je crois. Donc en Belgique, on dit première secondaire, en France, on dirait la sixième. Ben voilà, c'est à ce moment-là qu'on commence à apprendre la notion de métaphore. Donc logiquement, dans l'enseignement général. Alors, ça veut dire que ces gens-là, ces gens qui raisonnent comme ça, ils n'ont pas dépassé le stade de, de la première ou de la sixième, quoi. Donc, voilà, c'est des métaphores. Hein, faut bien le rappeler. Faut comprendre les messages. Alors, euh, donc je parlais du syndrome d'Hérode parce que je m'égare un peu. Ben oui, c'est de formater les gens pour pas qu'ils sortent des rangs, etc. Donc c'est ça en fait, c'est tuer le poussin dans l'œuf et faire en sorte de marginaliser. Ça aussi, il faut que j'en parle, c'est-à-dire que dès l'école, bah, puisque les gens sont déjà formatés assez fort, même quand ils arrivent à l'adolescence, le formatage est déjà très très grand, bah, il y a de la ségrégation qui arrive à ce moment-là, parce que les gens qui ont des croyances, vous commencez à rejeter ceux qui n'ont pas les mêmes, etc. Donc en fait, ça sert le capitalisme. Si vous voulez, dans, dans l'esprit de domination, un empereur, par exemple, il peut pas avoir le don d'ubiquité et être partout à la fois. Donc il faut bien que quand il est absent, il doit faire confiance à quelqu'un qui va prendre le relais et qui va le servir en son absence. Donc il a ce qu'on appelle des vassaux. Les empereurs avaient des vassaux. Et les vassaux étaient divisés par territoire et ils rendaient des comptes à l'empereur ou quoi. Donc les vassaux, ils sont censés gérer le bout de territoire qu'on leur a filé. Et il y a cette genre de vassalisation par le formatage. C'est-à-dire que dans votre propre famille, si votre famille a été formatée par le capitalisme et que vous n'acceptez pas ce formatage, votre propre famille pardon, va vous exclure. D'ailleurs, je pense que Che Guevara avait écrit une lettre à ses parents où il s'excusait d'avoir été un mauvais fils et tout ça, où il était triste de ne pas avoir été compris. Enfin, il expliquait tout ça. Et en fait, quand on regarde pourquoi il a fait ça, c'est simplement parce que ses parents n'ont pas compris l'ampleur de ce qu'il avait abordé, amorcé dans la société pour sauver l'Amérique du Sud de la pauvreté, quoi, qui était soumise au dictat capitaliste. Et voilà. Donc, euh, donc c'est compliqué. C'est ça la matrice en fait. C'est le formatage. Donc il y a ça, donc il y a d'abord le microclimat de la famille, puis après bah c'est l'extérieur. Donc pour un jeune, une jeune, c'est l'école. Donc à l'école on commence aussi les ségrégations. On le voit par les vêtements par exemple. Donc les milliardaires tiennent les lignes de vêtements de luxe, etc. Donc les gens essayent de se démarquer justement en portant des marques. Donc si tu portes une marque, bah ça veut dire que
que t'es quelqu'un de bien, parce qu'en fait, quand t'as de l'argent, ça veut dire que t'as travaillé. Si t'as travaillé, t'es quelqu'un de méritant, donc il faut t'admirer. Enfin, la logique bateau comme ça, hein. Et donc les gens qui portent des vêtements de marque, ben ça veut dire que c'est comme si eux, ils avaient fait leurs vêtements, et c'est comme s'ils avaient beaucoup travaillé, etc. Alors que ça veut rien dire, j'ai déjà dit 150 fois. Mais bon, c'est vu comme ça dans l'inconscient quand les jeunes sont adolescents et tout. Et donc, il y a déjà de la marginalisation, de la ségrégation, et aussi le fait que les gens soient formatés à un point vraiment féroce, c'est qu'ils n'ont plus de conscience d'eux-mêmes carrément. Donc quand on n'a plus conscience de soi, on peut être méchant avec les autres sans même se rendre compte qu'on est méchant. Donc si vous chopez un harceleur en train d'emmerder des gens à l'école, pour lui, dans sa tête, il fait rien de mal. Et c'est ça que ça va loin en fait dans le formatage des esprits. Donc il y a ça, puis après il y a encore le monde du travail, puis enfin voilà, tout est fait à chaque étage pour vraiment sélectionner les gens, et vous devez passer chaque fois la sélection pour arriver à un état de docilité extrême. Et finalement, c'est comme je l'avais déjà expliqué il y a longtemps en disant, en prenant Jules César, j'avais dit Jules César, il va pas prendre comme garde prétorienne des gens qui pourraient le trahir ou des révolutionnaires ou quoi, hein, forcément. Faut pas être con, quoi. Donc, justement, loin de lui, ces gens-là.